Colonel Van de Waal, vous étiez administrateur en chef de la sûreté dans ce qu'il est convenu d'appeler le Congo belge. Bien, c'était votre métier, en quelque sorte, de bien connaître les gens, d'essayer de savoir ce qu'ils pensaient. Alors, est-ce que l'on peut parler, dans les années 50, d'un conservatisme colonial au Congo? Je crois qu'on peut répondre oui. Il y avait certainement, dans les années 50 et jusqu'à vers 59, une série de gens qui croyaient que l'époque coloniale allait se perpétuer au moins autant qu'eux et durer relativement longtemps encore. Il y avait eu le fameux plan de 30 ans que certains trouvaient, de M. Van Bilsen, et que certains trouvaient un peu court. Alors je crois qu'on peut vraiment parler d'un conservatisme. Pour le situer, je crois que la meilleure méthode serait de consulter les comptes rendus analytiques des différents conseils du gouvernement depuis 50. Là, on retrouvait des interventions de colons, de toute une série de gens qui, manifestement, ont un esprit assez conservateur. Vous vous sentiez bien dans votre peau de colon ou de colonisateur? Bien, oui, très bien. Nous n'avions aucune espèce de complexe. Nous avions le sentiment de participer à quelque chose de réel, de constructif. Dans une conférence que vous avez donnée, vous avez fait état d'une réunion qui se serait tenue à Bruxelles, disons début 60. Aurait participé à cette réunion un certain nombre de financiers, d'hommes politiques et le gouverneur général du Congo de l'époque, M. Cornelis. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette réunion? Vous voyez à laquelle je fais allusion? Oui, je vois bien. Je crois qu'on ne peut pas parler de financiers. Il n'y a pas eu de financiers dans cette... On n'a pas pris l'avis de gens du milieu bancaire, d'hommes privés. Ce sont des experts du gouvernement, pas de financiers au sens de banquiers, enfin. Je ne puis pas situer exactement la date de cette réunion, mais de toute façon, elle doit avoir eu lieu avant la table ronde. Mais elle a eu lieu, d'après vous? Ah, à mon avis, elle a eu lieu. Ma source, je ne peux pas vous la donner, mais c'est un attaché de cabinet du ministre du Congo belge et du Rwanda-Urundi qui a eu en main le procès-verbal de cette réunion. Quel ministre? Il s'agissait de Van Emmelrijk à l'époque? Bon, écoutez, je voudrais bien ne pas préciser. Il n'y en a pas eu tellement, il y en a eu que trois. Choisissez. N'est-ce pas? Ce monsieur, je n'ai absolument pas lieu de soupçonner de mauvaise foi ou d'erreur, est formelle. Cette réunion a eu lieu. Non, si vous voulez voir dans l'histoire même du Congo ce qui s'est passé, vous vous souviendrez que fin octobre 1959, une commission avait été chargée d'étudier le problème économique et financier du Congo et qu'elle avait déposé ses conclusions fin octobre. Cette commission était arrivée à la conclusion suivante, c'est qu'il fallait qu'à partir de 1969, la Belgique supplée au déficit du budget ordinaire du Congo par environ 2,5 milliards tous les ans. Que de plus, il fallait trouver 5 milliards d'investissements privés ou publics, tant en Belgique qu'à l'étranger, et qu'en outre, il fallait 10 milliards d'investissements d'autofinancement par les sociétés privées. Alors tout ça ensemble, ça faisait un fort gros morceau. C'était réellement le problème crucial. Et ce problème crucial doit avoir entraîné la nomination du deuxième ministre des colonies. Si vous vous souvenez, le 17 novembre, on a nommé M. Scheven comme ministre des Affaires financières et économiques. Et cet ensemble de faits m'amène à conclure que vraiment la raison primordiale de l'abandon du Congo, de l'abandon total sans aucune garantie, c'est une question financière. Si vous voulez consulter une petite brochure éditée par le service du budget de Léopoldville au début 1960, vous voyez que jusqu'en 1956, le budget du Congo est en boni, qu'à partir de 1957, il est en déficit, qu'en 1959, pour la première fois, il y a un subside belge. De toute l'histoire du Congo, il y a un subside belge de 500 millions, et qu'en 1960, ce budget est déjà subsidié par la Belgique à concurrence de plus de 2,5 milliards, ce qui illustre... En clair, vous voulez dire ceci, le Congo commence à coûter de l'argent à la Belgique et la Belgique s'en débarrasse, c'est ce que vous voulez dire? Exactement. J'ai cherché pour quel motif, n'est-ce pas, on avait abandonné sans aucune garantie ce pays à une indépendance dont il a fait l'usage que l'on sait, n'est-ce pas? Et je ne trouve rien d'autre que cela. Mais la preuve que vous avez, ce n'est que ce contact avec
Les preuves que j'ai, c'est la série de choses que je viens de vous énumérer, les besoins financiers du Congo, la nécessité de nommer un second ministre pour s'occuper uniquement des affaires financières, le fait qu'une réunion ait eu lieu, je n'ai pas lieu d'en douter, et le fait aussi qu'on avait interdit au gouverneur Cornelis d'en faire état. On va en arriver, si vous voulez, sur le terrain, à Léopoldville, au moment où cela commence, disons, à tourner mal, c'est-à-dire en janvier 59, au moment des émeutes. Oui. Alors, qu'est-ce que c'était que ces émeutes et est-ce qu'il y avait des responsables à ces émeutes? Mais les émeutes étaient tout simplement le résultat d'une concentration de foule à Léopoldville, dans une atmosphère de préélectorale. Il y avait différents partis qui étaient en train de se constituer. Si vous vous souvenez, il y avait le mouvement national congolais de Lubumba qui prenait pied, il y avait le PSA, le Parti solidaire africain, il y avait la BACO qui était en flèche, et tous ces partis, en vue précisément de ce qui allait se produire plus tard, essayaient de se donner une réelle personnalité. Les dirigeants locaux, je parle du premier bourgmestre et des administrateurs territoriaux qui l'assistaient, avaient aussi une tendance à évoluer, à passer de l'ancien régime très dur de la territoriale et de la force publique à quelque chose de beaucoup plus compréhensif. Et on se heurtait entre un désir de liberté, si je puis m'exprimer ainsi, et le colonialisme les vieilles méthodes, et les vieilles méthodes. Enfin, alors, je crois que c'est ça qui est la base. On ne peut pas dire qu'il y a eu un complot, qu'il y a eu vraiment une responsabilité précise. Je n'en vois pas. Est-ce que vous avez senti quand même à ce moment-là, disons, une démission de l'autorité? Je crois que des erreurs ont été commises le jour même, sur place, par exemple. Le procureur du roi, M. Lafontaine, était là avec l'adjoint du premier bourgmestre, et ils n'ont pas labré avec les émeutiers en puissance. Il n'y avait pas encore d'émeutes, mais il y avait une foule qui était houleuse, et ils n'ont pas labré. Et alors ils ont pris une décision absolument incompréhensible. Il y avait un peloton de la police militaire, de la force publique, avec un adjudant, l'adjudant Van Latem, qui maintenait l'ordre sans armes, aidé évidemment par la police territoriale. On lui a donné l'ordre de rentrer au camp Léopold, et on a donné l'ordre à la police de rentrer. Ça, c'est vraiment l'étincelle qui a mis le feu au baril de poudre. Le dernier camion de la police a été attaqué par les émeutiers qui se sont déclarés, qui ont mis le feu, enfin. Est-ce que vous, Surtier, vous pouviez à ce moment-là, disons, prévoir ou penser que des émeutes de ce genre pouvaient avoir lieu à Léopoldville? Bien, je crois que je l'avais écrit au gouverneur général, pas avec une précision telle que pour lui dire que ça éclaterait le dimanche 4 dans l'après-midi, certainement pas. Mais je crois que j'avais écrit, notamment le 3, une lettre au gouverneur général dans laquelle je lui signalais que si on continuait à tolérer les manifestations publiques, on finirait par devoir se mesurer avec la force publique et tout ce que ça comporte d'inconvénients. Ça s'est réalisé. Après ces émeutes, vous avez arrêté, enfin vous, la police à Léopoldville a arrêté les bourgmestres Kasavubu et Diomi. Oui. Et puis on les a relâchés. Oui. Est-ce que l'on vous a demandé d'abord votre avis, vous, Sûreté, au moment de leur arrestation, et deuxièmement au moment de leur libération? Eh bien, l'arrestation de Kasavubu a été faite d'une manière isolée. On a arrêté le premier. Et Kasavubu ayant été arrêté et interné au camp Léopold à Léopoldville, l'effervescence ne s'est pas calmée au sein des différentes cités indigènes. Alors, il y avait tous les jours au cabinet du gouverneur général une espèce de réunion d'état-major à laquelle participaient le procureur général, le procureur du roi, le commandant-chef de la force publique, le colonel Geissens, commandant des forces métropolitaines, une série de personnages, dont moi. Et en présence de M. Barbier, qui était attaché au cabinet de M. Van Emmelreyck, on a proposé d'arrêter les bourgmestres qui entretenaient la plus grande agitation, en l'occurrence Pinzi et Diomi. Le procureur du roi a signé un mandat d'amener, ou d'arrêt plutôt, en bonne et due forme, et le lendemain matin, très tranquillement, la police militaire est allée les cueillir chez eux. Automatiquement, la fièvre est tombée, on peut dire que c'est la fin des journées d'émeute à Léopoldville. Donc vous étiez d'accord pour cette arrestation? Oui, je crois même que je les ai proposées. Vous, personnellement? J'ai fait la proposition, elle a été discutée par l'ensemble, et je crois qu'on est arrivé à la conclusion qu'il fallait y passer, malgré tous les inconvénients que ce genre de mesure a généralement. Le 16 janvier, M. Van Emmelreyck est arrivé à
Léopoldville. C'est le ministre du Congo belge. C'est le ministre du Congo belge et du Rwanda-Urundi. Et je crois être la première personne qui l'a reçu. Je le vois encore très bien, c'est un petit détail un petit peu mesquin, si vous voulez, mais enfin, je le vois très bien, il avait de belles bretelles bleues. Il s'était mis à l'aise et il m'a reçu le premier. Il m'a dit, vous sortez grandi de l'aventure, c'est très bien, je vous félicite, mais mon intention est de libérer Kasavubu, Pinzi et Diom le 16. Alors je lui ai dit vraiment que ça, c'était remettre le feu aux poudres, et il a bien voulu admettre qu'il ne ferait rien avant d'être rentré à Léopoldville, après avoir fait un tour au Congo. Il s'est alors promené au Congo, et il est effectivement revenu par Léopoldville. Il ne m'a plus jamais revu, mais il n'a pas libéré à ce moment-là non plus les prisonniers. Il y en avait 3 ou 4, il y avait 2, 3 autres activités aussi. Les affaires se passent, la justice suit son cours, on entame le procès de Kasavubu, avec présence d'un grand avocat français, Maître Croquez, et des développements imprévisibles. Et c'est à ce moment-là que le 11 mars, M. de Scrève est revenu, M. Van Emelrey plutôt, est revenu au Congo et a alors décidé, sans demander mon avis, et je crois sans demander l'avis d'aucun colonial, de les libérer. C'est une erreur pour vous? À mon avis, c'est une erreur, parce que c'est vraiment le premier acte du gouvernement de Bruxelles au Congo, une action directe qui interfère avec les méthodes qui étaient les méthodes consacrées depuis plus de 80 ans. Est-ce que c'était de bonnes méthodes aussi? Ben, elles ont maintenu l'ordre quand même pendant 80 ans. Je crois qu'il ne faut pas oublier que depuis 1945 jusqu'à 1959, donc dans toute la période d'après-guerre qui a été réellement mouvementée dans pas mal de colonies, au Congo, on n'a pas tiré un seul coup de fusil. Au moment de la déclaration royale, c'est le 13 janvier 59, oui. Donc cela suit oui. les émeutes de janvier à Léopoldville. Quelle réaction avez-vous pu enregistrer au Congo même? Nous, en ce qui concerne le gouvernement général, il y avait un officier d'ordonnance du roi, commandant, je crois, à l'époque de Heusch, qui était venu apporter la déclaration royale avant qu'elle ne soit prononcée. Donc on en avait connaissance. Je crois que l'effet était favorable d'une manière générale. Elle a du été, côté européen et du côté congolais? Le Congolais, il ne faut pas se faire d'illusions, ils ne comprenaient pas beaucoup ce qui se passait. Ils étaient rares, ceux qui lisaient les journaux et ceux qui écoutaient la radio. Enfin, donc il n'y a qu'une minorité de Congolais qui étaient au courant de ce genre de problème. Est-ce que vous pensez quand même que les Congolais, entendant le roi parler d'indépendance, n'a pas réagi, quel que soit son niveau? Mais en brousse à Boendé, le Congolais n'a su ça que des mois après. Enfin, les 12 millions ou les 13 millions de Congolais n'ont su ça que des mois après. Enfin, il a fallu qu'on leur dise, sinon ils ne le savaient pas. Enfin, il y a une minorité de Congolais qui ont su ça, notamment ceux qui s'intéressaient déjà à la politique. Ceux-là l'ont su. Je crois que ça a été vraiment favorablement accueilli, pour autant que je me souvienne. Et parmi les Européens? Et parmi les Européens aussi, parce qu'il ne faut pas... Le discours royal était vraiment très habilement rédigé. L'indépendance devait être amenée sans atermoiement et évidemment sans hâte inconsidérée. Tout ça cadrait parfaitement avec ce qu'on était convenu d'admettre à ce moment-là. Au moment de la table ronde, vous êtes resté à Léopoldville. Alors, première question, est-ce que les responsables belges vous ont consulté d'abord sur l'état d'esprit qui régnait au Congo à ce moment-là, c'était début 60, ensuite sur la personnalité des délégués qui allaient siéger à cette table ronde, congolais bien sûr? Non, absolument pas. On ne nous a pas demandé notre avis. On a refait le coup du 11 mars. On est allé sortir de la prison de Buluo où M. Lubumba était incarcéré. On l'a amené à la table ronde. On ne nous a absolument pas demandé notre avis, ni quelles étaient les répercussions possibles sur l'ordre public. Personne ne s'est préoccupé de cela. Quant à nous demander des renseignements sur les différents participants, personne ne nous les a demandés non plus. Qu'est-ce que vous auriez dit? Je n'aurais rien pu dire, puisque c'était une décision gouvernementale. Qu'est-ce que vous auriez dit si on vous avait demandé votre avis? Mais en ce qui concerne Lubumba, mon avis aurait été qu'il n'y avait absolument pas de motif de le libérer. Il avait été condamné régulièrement par un tribunal en fonction d'une loi belge, mais applicable au Congo, une loi congolaise, donc il n'y avait vraiment pas de motif de le libérer. Avez-vous appris ou su que des partis politiques ou des organisations syndicales belges aient provoqué, disons, une maturation un peu maladroite ou rapide des cadres congolais?
Bah, il y avait tout, on ne peut pas parler. Vous parlez des syndicats ou... Les partis politiques Oh, et les partis les politiques syndicats. et les syndicats. Ben, je crois que d'une manière générale, tous les partis politiques belges, et d'une manière générale, les grands syndicats belges, les 3 grands syndicats belges, sont intervenus au Congo d'une manière assez intempestive. C'est le grand drame du Congo, c'est qu'on lui a appliqué, au fond, une série de clichés, une série de recettes qui étaient valables en Belgique, qui étaient valables à l'extérieur, mais qui n'étaient pas du tout valables au Congo. Que de fois n'ai-je pas entendu parler de guerre d'Algérie à propos du Congo? Nous allons avoir une guerre d'Algérie sur les bras. Mais en réalité, les Bantous, ce n'est pas des félagas, enfin. On a évoqué toutes sortes d'autres situations du même genre, l'Indonésie ou l'Indochine, tout ça est faux. Alors imaginez tout un système social appliqué en Belgique après plus de 100 ans d'indépendance à des Bantous, ça ne va pas. Rappelez-vous un très beau film qui était, je crois, Les Seigneurs de la Forêt, qu'on a projeté précisément en 59-60, où on voyait les futurs électeurs se pendre aux arbres et aux lianes. Enfin, c'est ça le problème. Alors je crois que toutes ces manifestations d'instituts de sociologie, de syndicats, de partis ont créé artificiellement un climat qui ont conduit aux 9 années d'indépendance que nous avons connues. Et vous avez des cas précis qui vous font penser cela? Ou c'est une idée générale? Bon, il y a des tas de cas précis, bien sûr, c'est évident. Et j'en citerai un simplement. Par exemple, il y avait M. Dinga Dominique, qui est un Congolais qui est devenu ministre des Finances, si je ne m'abuse, dans le ministère Tchombe en 1964. Eh bien, M. Dinga Dominique, par exemple, était au mieux avec M. Van Bilsen, et il était également très très bien avec le camarade de Koning, qui était en charge de la propagande communiste au Congo. Il allait chez l'un et l'autre, il écrivait aux deux. Donc, ce qui prouve bien que les hommes politiques se laissaient abuser par leurs pupilles, comme les pupilles ne parvenaient pas à digérer ce qu'on leur donnait, enfin. Vous parlez toujours de pupilles. Vous estimez qu'à ce moment-là, les Congolais n'étaient pas encore, disons, adultes, politiquement parlant? Ben, tous les Congolais, certainement pas. Ils ne le sont pas encore maintenant. On ne peut pas dire qu'il existe au Congo à ce moment-ci une démocratie de type mûr. Ça n'existe pas. On affirme que lorsque vous avez eu connaissance de la liste des ministres du premier gouvernement de Patrice Lumumba, premier gouvernement congolais, vous avez souri parce que vous y avez découvert le nom d'un certain nombre de ministres, mais qui avaient été vos informateurs à la sûreté. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ce n'avaient pas été mes informateurs. Moi, je n'avais pas l'informateur. Ce sont mes agents qui avaient les informateurs de la sûreté belge. Les informateurs de la sûreté belge, oui. Alors là, je crois qu'il faut encore revenir un tout petit peu en arrière avant de donner des précisions sur ce sujet. Encore une fois, on a tendance en Belgique, lorsque l'on parle de sûreté congolaise, à imaginer la CIA, l'intelligence service ou la direction de la sécurité du territoire. C'était pas ça du tout. La sûreté était une espèce d'agence de presse plutôt qu'une officine de police. Et nous avions comme but principal d'essayer de suivre les différents courants qui se manifestaient dans les populations africaines. Pour ça, il fallait être en rapport avec eux. Et c'est ainsi que dans le domaine des relations publiques, pas mal de mes agents étaient au mieux avec un grand nombre de Congolais, y compris ceux qui étaient les plus en vue. Alors, il y a eu toute une période d'élections au Congo. On a commencé par élire à l'échelon communal, et puis on est arrivé petit à petit jusqu'aux élections législatives. Et ces gens-là n'avaient aucune espèce de préparation, ne savaient pas ce qu'était un bulletin électoral, ne savaient absolument pas ce qu'était une propagande électorale. Et d'une manière générale, ces informateurs, en tout bien, tout honneur, nous les avons aidés. Et c'est ainsi qu'à l'échelon communal, nous avons commencé par mettre en place un certain nombre de bourgmestres. À Bandalungwa, par exemple, à Léopoldville, le bourgmestre, M. Oscar Ngoma, était un agent de la sûreté qui était... Quand vous dites que vous les mettiez en place, c'est-à-dire que vous estimiez que vous alliez les contrôler, les manipuler? Non, non, ce n'est pas ça du tout, non, c'est pas ça du tout. Nous les aidions à prendre... On leur mettait le pied à l'étrier. Pourquoi les aider eux et pas d'autres? Parce que ceux-là étaient là. Parce que c'était soit des employés de l'administration de la sûreté, parce que nous avions tout un service d'identification, un service de documentation, et assez naturellement, les agents étaient en rapport avec leurs collègues. Et ils s'en servaient, bien entendu, pour essayer de savoir ce qui se passait dans les cités indigènes et ailleurs. Et ils les ont également aidés. Et c'est ainsi qu'on a, dans une première phase, mis en place des gens aux échelons communaux. Et on a eu la surprise d'en retrouver en place
à l'échelon du gouvernement dans le premier gouvernement Lubumba. Il y avait, je crois, dans le premier gouvernement Lubumba, 23 ministres, 4 ministres d'État et, je ne sais plus, 7 ou 8 ministres secrétaires d'État. Et je crois bien que nous avions entre 10 et 15% de nos gens en place parmi les ministres ou les secrétaires d'État. Pour n'en citer que 2 qui sont morts depuis, il y avait notamment M. Lumbala, qui était un secrétaire d'État, et il y avait le ministre du Travail, M. Masséna Joachim, qui a été assassiné en 1954. Ils étaient tellement bien avec l'agent de la Sûreté qui les avait aidés et qui les avait utilisés, qu'ils les avaient pris dans leur cabinet. Il y avait au cabinet de M. Masséna, il y avait, si je me souviens bien, M. Albrecht, et le chef de cabinet de M. Lumbala était un ancien gendarme dont le nom m'échappe pour l'instant. Mais enfin, ils avaient repris l'agent de la Sûreté avec eux. Votre premier patron, ça a été Patrice Lumumba. Lumumba ne faisait pas partie, disons, du personnel de la Sûreté. Non, mais il y avait dans son entourage et dans son cabinet au moins 3 personnages qui en avaient fait partie. Qu'est-ce qu'il a dit ou qu'est-ce qu'il a pensé quand il a découvert le nom de ses collaborateurs qui étaient vos anciens collaborateurs? Eh bien, je crois que comme tous les Congolais, il n'a pas réagi comme réagirait un Belge, un Français ou un Anglais en lisant ça dans son journal. Il a trouvé que la chose était absolument naturelle, et il a trouvé que la chose était absolument normale et que, au fond, les fins de mois étant parfois difficiles, c'était une façon de les arrondir. Le 30 juin 60, vous êtes passé au service de ce gouvernement congolais complètement. Vous l'étiez déjà. Le 29 juin à minuit. 29 juin à minuit. Oui, si c'est une voulez. précision oui, importante. D'accord, le 29 juin à minuit, vous avez raison. Alors, est-ce que vous aviez le sentiment que ce double cadre, belge et congolais, allait pouvoir cohabiter et comment vous, Belges, alliez pouvoir servir et de quelle façon la République du Congo? Le 29 juin, M. Patrice Lumumba avait signé un ordre disant que tous les agents de la Sûreté conservaient les prérogatives d'avant l'indépendance, étaient confirmés dans leurs tâches et que l'on allait travailler comme avant. Dans les premiers jours qui ont suivi cela, vraiment, ça s'est passé extrêmement bien. Ils signaient beaucoup plus vite les papiers que le gouverneur général ne les avait jamais signés, par exemple. Il y a eu 1 ou 2 expulsions qui se sont faites, notamment un certain M. Skerlings qui avait tenté d'aider la première tentative de sécession au Katanga. Ce monsieur-là est expulsé et c'est Lumumba qui a signé le papier. Nous lui avons demandé des précisions parce que se sont présentés aux portes du Congo toute une série de personnages. Il y avait M. Grippa qui est venu, le camarade Poncelet est venu, et M. de Halu qui était un des conseillers. M. Kasavubu, comme vous dites très bien. Eh bien, ces messieurs étaient évidemment indésirables sous le régime colonial, bien sûr. Et alors nous avons demandé à M. Lumumba qu'est-ce que nous faisons. Et on ne change rien, vous continuez comme avant. Résultat, M. Poncelet n'a pas pu passer le Stanley Pool, M. Grippa n'a pas pu débarquer, M. de Halu n'est pas entré au Congo à ce moment-là. Donc vous pensiez que ça allait marcher? Donc je pensais vraiment que les choses allaient se résoudre d'une manière convenable et qu'on allait se retrouver avec un cadre belge au service du Congo, exactement comme on avait un cadre belge au service d'administration coloniale. En tout cas, vous étiez en excellent terme avec Patrice Lumumba les premiers temps, comme vous dites. Oui. Et puis ensuite, quelques jours plus tard, vous avez été accusé de complot. Je n'ai pas été accusé de complot, j'ai été accusé de négligence dans l'exercice de mes fonctions. On vous a demandé de partir aussi. Pardon? On vous a demandé de quitter le Congo. Oui, donc il y a eu toute une série d'événements, n'est-ce pas, qui n'ont rien du tout à voir avec le rendement de la sûreté. Je me suis trouvé à un moment donné sans pouvoir lui donner des renseignements sur ce qui se passait. Notamment, il me demandait des renseignements au sujet des mouvements de l'armée belge. Il s'étonnait que les forces métropolitaines aient quitté les bases de Kitona et de Kamina sans que j'en lui en ai fait part. Il s'étonnait de la sécession katangaise qu'il prétendait organiser de très longue date par le gouvernement belge, alors qu'il venait de signer il y a moins de 24 ou 48 heures l'expulsion du nommé Skerling que l'on avait trouvé en train de comploter. Enfin, donc,
que vous aviez la conscience tranquille, vous serviez totalement le gouvernement congolais. J'avais la conscience absolument tranquille, sauf à ne pas fournir au gouvernement congolais des éléments de renseignement qui auraient mis le gouvernement belge en difficulté, ou les forces belges en difficulté, mais c'était très facile, j'étais coupé de tout, il n'y avait pas de problème. Mais donc vous étiez quand même mal pris, puisque belge, vous... Nous étions tous mal pris. Oui, mais vous particulièrement à la sûreté, non? Bien sûr, oui, à ce moment-là, on était mal pris, étant donné le développement des réactions belges et des réactions militaires au Congo, j'étais extrêmement mal pris. Vous allez quand même laisser la situation à Léopoldville, puisque l'on vous demande de quitter Léopoldville, vous quittez la sûreté, vous rentrez à Bruxelles, mais vous allez revenir très vite en Afrique, puisque vous allez être envoyé au Katanga avec le grade de colonel et en mission spéciale. Alors, c'était au mois de novembre. En pleine sécession katangaise. Quelle était exactement cette mission spéciale, votre mission? En congé à partir du 21 juillet, et je n'agis plus en tant qu'administrateur en chef de la sûreté. Cette page-là de mon existence est tournée. Je suis lieutenant-colonel dans l'armée belge, et par un paradoxe assez curieux, je suis colonel de réserve dans l'hémisphère sud. Alors, comme vous le savez, en vertu de l'article 250 de la loi fondamentale, un petit peu sollicité peut-être, la Belgique a continué à assurer au Katanga une assistance technique militaire. Et cette assistance technique militaire consistait à fournir des cadres à une nouvelle force destinée à remplacer la force publique qui avait été débandée et renvoyée chez elle. C'était ce qu'on appelait la gendarmerie katangaise. Il y avait en présence à Élisabethville un certain nombre d'officiers supérieurs, notamment 3. Et ces 3 officiers ne s'entendaient pas très bien. C'était qui? C'était d'une part le major Weber, que tout le monde connaît, qui était le conseiller du président Tshombe, qui avait mis en place par le général de Cumont, qu'il y avait mis de manière à régler pour le président Tshombe tous les problèmes de maintien de l'ordre. Le général Cumont avait utilisé cette image-ci. Vous saurez pour le président Tshombe ce que le général de Tige est pour le ministre Gilson. Ça situait donc sa position. Il y avait aussi le major à l'époque, je crois, ou lieutenant-colonel, je ne sais plus, major, je crois, Crèvecoeur, qui était l'ancien commandant du camp Massard, qui était resté à Élisabethville à l'époque de la mutinerie, qui avait contribué à la réduire par la force, et qui avait été chargé de réorganiser la gendarmerie katangaise en faisant des propositions au ministre Moulongo, qui était le ministre de l'Intérieur. Je crois qu'on entendait par là bien différencier la notion armée et gendarmerie. Et il y avait enfin le colonel Grandjean, qui était resté sur place après le départ des troupes métropolitaines. Le colonel Grandjean était le chef d'état-major de la 5e brigade, qui avait été organisé par le général de Cumont pour tenir le Katanga. Et il se trouvait à Kamina? Il se trouvait à Élisabethville, tous les trois. Donc et l'un était à l'échelon du président de la République, l'autre travaillait plus ou moins à l'échelon du ministre de l'Intérieur, tout en étant directement sous les ordres du président Tshombe, et le troisième remplissait les fonctions, je crois, de conseiller du secrétaire d'État à la Défense, qui était M. Yaff. Et ces 3 personnages ne s'entendaient pas. Alors on vous envoie. C'est-à-dire, on avait reconstitué, peut-être d'une manière inconsciente, certainement, on avait reconstitué ce qui avait été un des gros inconvénients du régime militaire avant 60 à Léopoldville, l'opposition force publique et l'opposition métropolitaine. Par un fait absolument curieux, il y avait un force publique pure à Élisabethville, il y avait un métropolitain pur, et il y en avait un qui avait été métropolitain et force publique. Donc on avait 3 sortes d'officiers. Alors ces gens-là ne s'entendaient pas tout à fait bien, et le rendement n'était pas ce qu'il fallait, il y avait toutes sortes d'interférences, et on cherchait à les coiffer par un 4e personnage qui aurait eu autorité sur eux tous, enfin. Et c'était vous? Alors on a fait des essais, on a essayé d'en trouver d'autres, on a trouvé des colonels ayant plus de poids que moi, et ayant plus d'expérience probablement, seulement on leur demandait de partir tout en ayant l'air de démissionner de l'armée belge. Pourquoi? Parce qu'il ne fallait pas donner à l'ONU l'idée qu'on rentrait par la porte de derrière. Alors ces officiers ont refusé de signer cette contre-lettre de démission, et c'est pour finir moi qui étais désigné, puisque j'étais en congé, que j'étais civil, et que je pouvais être envoyé en mission par le ministère des Affaires africaines sans en référer à personne.
Quelle situation avez-vous trouvé au moment de votre arrivée au Katanga, à part cette rivalité entre ces trois militaires? Eh bien, la situation militaire elle était plutôt déplorable. C'est-à-dire que les Balouba s'étaient révoltés, Balouba, Baloubaka, toute la région du Nord s'était révoltée contre le gouvernement de la Konakat, le gouvernement de M. Tshombe, Konakat mitigé, mais enfin, en grosse majorité Konakat. Dans la région d'Albertville, les Balouba étaient arrivés relativement près. Ils avaient pris Nyumba, Nyunzu, et ils s'approchaient d'Albertville. Ils étaient aux environs de Luena, et ils étaient aux environs de Kamina. Donc il y avait une grande poche qui était créée dans laquelle la gendarmerie n'avait plus que quelques petites garnisons isolées à Kongolo, à Kabalo, à des endroits comme cela. Alors, pour faire face à cela, il n'y avait rien du tout. Il y avait la musique qu'on avait gardée, parce qu'un État indépendant a toujours besoin d'une musique, bien entendu. Il y avait environ 350 gendarmes et quelques cadres européens. C'est tout ce qu'il y avait pour faire face à cette affaire-là. Et les mercenaires sont venus quand? Eh bien, les mercenaires sont venus à cette époque-là. Les premiers mercenaires ont été engagés au nord de Mitwaba, dans les prix de fin octobre. Qui a conseillé au président Tshombe d'engager des mercenaires? Je crois que ça s'est fait à peu près, personne ne lui a conseillé. Je crois qu'on s'est trouvé devant la nécessité de grouper dans une unité mixte un ensemble de quelques gendarmes qui étaient encore valables avec des cadres de la force publique. Et on a fait un premier groupe, c'est un premier groupe mobile. Ce premier groupe mobile a été engagé, je crois, sur la route de Malemban-Koulou. Et il a d'ailleurs été entièrement déconfit. Il y a eu des tués, Jacques Mar, Lanis ont été tués et ça s'est mal terminé. Pour finir, ce sont les Éthiopiens de l'ONU qui ont dû les ramener. Et c'est ça, je crois, qui a donné l'idée de constituer cela. Vous allez vous trouver le 17 janvier 61 à l'aérodrome d'Elisabethville. Et c'est ce jour-là, le 17 janvier, qu'arrivent dans ce même aérodrome Lumumba, Mpolo et Okito. Comment se fait-il d'abord que vous étiez justement à cette heure-là, ce jour-là, à l'aérodrome des villes? Il faut revenir un tout petit peu en arrière. Je vous ai dit que j'avais réussi à mettre d'accord les trois officiers supérieurs. Il y avait un petit plan de développement de la gendarmerie. Des consignes précises avaient été données pour son organisation, pour ses missions. Et, conscience tranquille, j'avais estimé que ma mission était terminée et j'étais rentré le 11 décembre à Bruxelles. Contrairement à mon attente, j'étais à peine parti que se déclenchait la guerre des croisettes. La croisette est l'insigne du Katanga, comme vous le savez, et pour se différencier de l'ancienne force publique, les officiers portaient des petites croisettes sur leurs pattes d'épaule, et c'est à qui essayerait d'en avoir une de plus pour dominer l'autre. Alors, la guerre étant la guerre des croisettes déclenchée, le ministre s'était fâché et m'avait renvoyé au Katanga pour, cette fois-ci, prendre la direction occulte. Quel ministre? C'était M. Harold Apremont-Linden. M'avait renvoyé au Katanga. J'étais ainsi arrivé le 6 janvier. Et j'avais repris donc la même mission que celle que j'avais eue au mois de novembre-décembre. C'est-à-dire d'essayer de coordonner, de remettre de l'ordre dans cette gendarmerie tricéphale. Et je me trouvais donc par hasard là, et j'avais repris mes tournées à l'intérieur. Et le jour où Lumumba est arrivé, je venais de débarquer d'un avion de l'ancienne aviation de la force publique qui était passé en bloc à la sécession, comme vous le savez, et je me trouvais à Elisabethville à ce moment-là. J'ai été avisé qu'on amenait un colis important, et le colis important était les trois personnes en question, 3 colis, je ne sais plus. Mais vous le saviez que le colis, cela voulait dire Lumumba? Je ne le savais pas, mais je savais qu'on avait discuté dans les jours qui précèdent, je ne saurais plus citer les dates, mais 3-4 jours, 5 jours auparavant, parmi un groupe de conseillers, on avait discuté de l'opportunité d'accepter ou de ne pas accepter le transfert de ces 3 prisonniers au Katanga. Et quelle était l'attitude des Katangais? L'attitude des Katangais, eh bien, je ne saurais pas vous la dire avec précision. Ce que je sais, c'est que l'attitude de tous les conseillers était absolument négative. Ils ne voulaient pas de ce cadeau empoisonné. En principe, le président Tshombe était de cet avis, mais vous savez comment les choses vont. Il ne faut pas se figurer qu'un groupe de conseillers a une autorité complète. Il y a des lobbies, il y a d'autres groupes de conseillers, et il y a notamment des groupes de conseillers africains. Et je crois que dans le même temps où ils disaient non, ils disaient oui. Vous savez qu'on ne sait pas très bien comment les choses font, et je ne saurais pas vous dire avec précision ce qu'ils pensaient. Toujours est-il qu'ils sont arrivés. Ils sont arrivés et vous étiez là. Alors que s'est-il passé? Eh bien, à la plaine, il y avait
un très grand désordre. Les troupes katangaises avaient été alertées, il y avait des policiers, des gendarmes, des gens dans toutes les tenues possibles et imaginables, armés et pas armés, et tout ça arrivait en courant, en bloc. Et j'ai le souvenir d'une fourmilière absolument désordonnée. Alors est arrivé cet avion, Sabena, devenu Air Congo, je ne sais pas, et on en a sorti les prisonniers. Comment étaient-ils, les prisonniers, à ce moment-là? Dans quel état étaient-ils? Ils étaient debout, je les ai vus debout, ils étaient liés l'un à l'autre, et ils ont descendu cette échelle, cet escalier, comme on approche de l'avion. Ils ont alors été saisis par des gendarmes katangais, non plus par leur escorte, parce que leur escorte est restée sur le tarmac, enfournés dans une jeep. Il y a eu une bousculade, je n'ai pas très bien pu distinguer ce qui s'est passé. J'ai vu la jeep qui partait avec des gendarmes katangais assis sur les prisonniers. Et comment étaient-ils à ce moment-là? En plus d'être, ils étaient vivants, bien sûr, mais dans quel état? Vivants, autant que je puisse en juger de la distance où j'étais, ne devait pas être particulièrement mourant. Qu'est-ce que vous savez de la suite de cette affaire? Eh bien, ce que tout le monde sait. C'est-à-dire pas grand-chose, alors? C'est-à-dire, il y a quand même eu toute une série de livres. Oui, mais il y a une vérité. Et la vérité est généralement très approchée dans ce livre édité, je crois, par M. Heinz et un autre, Lubumba, ces 50 derniers jours. Je crois que la vérité est très approchée. Et que la vérité, évidemment, par des formations professionnelles, malgré tout, je me suis un peu intéressé au problème. Je suis arrivé à peu près à la même chose. Mais on se heurte toujours à la phase finale. Qui a tué? Alors, à la même chose, vous êtes arrivé à quelle conclusion, alors? Bien, à la conclusion qu'ils étaient vivants au moment où on les a emmenés dans cette maison, le Pondoir, de l'autre côté de la plaine d'aviation, et qu'ils sont sortis morts en ayant la nuit qui est arrivée. C'est tout. Il n'y a pas d'autre conclusion. Je ne sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur. Et quelles étaient les réactions des autorités katangaises? Enfin, je pense, une fois que le colis, comme vous dites, était arrivé, les réactions de Tshombe, les réactions de Munongo. Est-ce que vous les avez vus? Munongo, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu Munongo. J'ai vu sur la plaine, il y avait deux ministres qui m'ont parlé. C'était M. Kitenge et M. Kibwe. Et ces deux-là m'ont dit exactement ceci: enfin, nous en tenons un. C'est tout. Je n'ai pas vu ni M. Tshombe, ni M. Munongo pendant les jours qui ont suivi, parce que le problème militaire est naturellement passé à l'arrière-plan pendant toute la fin de ce mois. Est-ce que pour vous, la mort de Lumumba, c'est la fin d'une première époque de l'indépendance congolaise? Non, c'est un épisode de la première époque. Il est un peu tôt pour diviser l'indépendance congolaise en époques. Enfin, je crois qu'une époque que l'on peut prendre comme formant un bloc va du 30 juin au coup d'État du général Mobutu en 1965. Ça, c'est une époque. C'est l'époque de l'effervescence, de l'ébullition, des soulèvements chaotiques, des rébellions dans tous les coins, des renversements de gouvernement, de l'illégalité par rapport à la loi fondamentale. Alors, à partir de 65, un nouveau régime est en cours et il est un peu tôt pour le juger.